Pascal Entraîneur devient l'anti-coach. Alors, tu as vu passer ça sur les réseaux sociaux. Simon organise un camp d'entraînement en Floride, à Cuba, à Rio de Janeiro, au Mexique. Puis, tu t'es toujours demandé, là, ça vaut-tu vraiment la peine que j'aille faire un camp d'entraînement? Bon, bien entendu, ça nous ramène à l'objectif principal de ton camp d'entraînement. Fait que l'objectif d'un camp d'entraînement, là, on va parler peut-être un petit peu plus spécifiquement en vélo, là, parce que oui, il y a des camps d'entraînement en course à pied, mais comme je suis dans le contexte, là, vous avez une vue imprenable sur la prise de courant, mais je suis présentement dans un camp d'entraînement de vélo de montagne à Bentonville, en Arkansas, qui est dans le sud des États-Unis. Donc, je fais un camp d'entraînement par année de 2 semaines environ là, par année pour aller prendre ce que mes acquis à l'intérieur puis aller les transférer à l'extérieur. Donc, les 5 points qui vont différencier. Vous avez travaillé fort cet hiver à l'intérieur, puis vous voulez être certain de ne pas manquer votre coup, d'arriver en forme cet été. Puis en plus, il y a le contexte que quand on va faire un camp d'entraînement, bien, on est à chaleur. Hein? Au Québec, il fait froid, mars, avril. Il fait encore froid, il y a encore de la neige. On est entre le vélo de gravel, le vélo de route, il n'y a pas de vélo de montagne, etc. Alors, si on ressort ça en 5 points, on a le positionnement, on a l'engagement musculaire, on a la variabilité, on a ce que je vais appeler la sollicitation neuromusculaire, neurale, système nerveux central. Et en terminant, la capacité anaérobique. Fait que si on prend le premier, le positionnement. Là, on est dans un camp d'entraînement. On veut aller dans un camp d'entraînement. Ce qu'on va aller faire, là, on va aller faire du volume d'entraînement. Est-ce que c'est là que c'est le temps d'aller chercher des intensités, d'aller se battre avec son chum dans une côte, d'aller faire des coms? Ben non, c'est pas là que c'est le temps. C'est zéro le temps. Justement, vous allez être contre-productif si c'est ça. Pourquoi? Vous allez certainement creuser dans la fatigue. Pourquoi vous allez plus creuser dans la fatigue lors du camp d'entraînement que si c'était en pleine saison estivale? Bien, pour les 5 points que je vais vous nommer, en commençant par le positionnement. Lorsqu'on prend notre entraînement à l'intérieur, peut-être que ce n'est pas généralisé, mais je suis un de ces candidats-là. Ma position sur mon vélo n'est pas la même lorsque je m'entraîne sur Zwift que quand je sors à l'extérieur. J'ai tout le temps quelques ajustements d'avance, de recul de selle, puis également de hauteur de selle. Là, le monde va dire, mais man, pourquoi, Pascal? C'est le même vélo que tu as à l'extérieur que tu as à l'intérieur. Qu'est-ce qui ferait que ton positionnement change? Bien, c'est simple, parce qu'on ne pédale pas de la même façon à l'extérieur qu'à l'intérieur. Moi, dans mon cas, je suis une personne qui va chercher quand même relativement haut en cadence lorsque je pédale, entre 90 et 100 RPM. Le phénomène qui se crée, c'est que lorsque je suis à l'intérieur, on est beaucoup plus cyclique à l'intérieur. Ce qui fait que on va être beaucoup plus stable dans notre pédalage. On va être moins erratique qu'à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Il y a les intempéries, il y a la température, il y a les côtes, il y a le bitume qui est beau, il y a le bitume qui n'est pas beau, il y a les craques. On connaît le Québec, là. Puis même si c'était pas au Québec, même si tout était beau et qu'il faisait toujours 25, il reste qu'à l'intérieur, on pédale beaucoup plus smooth qu'à l'extérieur. OK? Donc, moi, personnellement, lorsque je pédale à l'intérieur, je vais pédaler beaucoup plus en bec de selle. Fait que ça veut dire quoi en bec de selle? Ça veut dire que physiquement, là, mes hanches vont s'avancer sur la selle. Je vais être un petit peu plus sur le bout de la selle. Alors, qui dit un petit peu plus sur le bout de la selle, normalement, je me rapproche un petit peu plus donc du centre de mon pédalier, qui fait en sorte que j'ai besoin aussi de la lever. Si je lève ma selle puis que j'avance, ça équivaut dans une certaine mesure à si je la baisse et je me recule. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça?
ben, ça fait tout simplement que je vais aller solliciter beaucoup plus la chaîne en fait, musculaire qui est à l'avant, donc beaucoup plus les quadriceps. Je vais aller solliciter un petit peu moins la chaîne postérieure, donc fessier, ischio-jambier, que je vais prendre exemple, c'est un exemple concret, là, mais que je vais prendre pour aller monter des côtes. Je vais plus aller enfoncer les talons, je vais aller chercher l'arrière du mollet, je vais aller chercher les cuisses à l'arrière, les ischio-jambiers, moyen fessier, je vais aller tout chercher la chaîne postérieure. Ce qui n'est pas le cas si je suis en bec de selle. Si on prend l'exemple des triathlètes, bien, les triathlètes, lorsque vous regardez, je ne sais pas, moi, championnat du monde de Ironman, vous allez vous rendre compte visuellement que la personne en l'air est vraiment, vraiment, vraiment sur le bout de la selle. Les positionnements sur le vélo de triathlon sont faits pour ça. Sont faits pour aller un peu moins solliciter la chaîne postérieure, puis aller solliciter un petit peu plus le devant pour se garder le musculaire de derrière pour la course à pied qui s'en vient après le vélo. Donc, moi, c'est mon cas quand je m'entraîne à l'intérieur. Je vais aller beaucoup chercher donc, les quadriceps. Je vais aller chercher peut-être un petit peu plus haut en cadence à ce moment-là. Fait que ça, c'est la première chose. Donc, on parlait de positionnement. Bien là, c'est sûr, je ressors dehors, je refais mon fit de bike, tout ça. Là, je sors dans mes premières raids. Wow! Mon engagement musculaire, que je le veuille ou que je ne le veuille pas, n'est pas le même. N'est pas le même. Ça va me brûler à des places, à des muscles, beaucoup plus rapidement que ce que ça faisait sur Zwift l'hiver. OK? Ça, c'est le premier point. Donc, premier point, positionnement. Deuxième point, c'est l'engagement musculaire. Fait que j'en ai parlé un petit peu. Ce que je disais dans le positionnement vient un petit peu avec finalement l'engagement musculaire. Mais on va pousser l'engagement musculaire à un autre niveau. L'engagement musculaire, là, si je prends ça, on s'entraîne sur Rouvy, on s'entraîne sur Zwift ou sur Tacx ou peu importe ce qu'on s'entraîne, là, je vais prendre comme exemple Zwift parce que la plupart des gens sont sur Zwift. Qu'est-ce qu'on fait en dedans? La première affaire, quand on configure notre Zwift, là, bien là, il y a notre chum qui nous dit « Ah, la difficulté du trainer, Pascal, il faut que tu baisses ça, la difficulté du trainer, la difficulté du trainer. » Puis il y a à peu près 30% du monde qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Il y en a qui pensent que c'est moins dur là, quand on baisse la difficulté du trainer, ce qui n'est pas le cas du tout. Mais la difficulté du trainer, là, qu'est-ce que ça fait? Là? OK? Ça vous sauve une vitesse. OK? Fait que si je prends la difficulté du trainer et que je la baisse au quart, parce que d'emblée sur Zwift, OK, peut-être que je vais éduquer certaines personnes, d'emblée sur Zwift, quand tu ouvres ton compte, bien, la difficulté du trainer vient à 50 % d'emblée. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que quand tu es dans une côte à 10 %, tu es en train de monter une côte à 10, bien, si la difficulté du trainer est à 50 %, bien, tu vas ressentir 5 % au lieu de 10. Fait que là, il y en a qui vont dire « Ah, ça veut dire que les côtes sont plus faciles. » Mais non, les côtes ne sont pas plus faciles. Tu les ressens moins. OK? Pourquoi que c'est pas moins facile? Bien, c'est simple à comprendre. C'est que les watts absolus sont les watts absolus. OK? Fait que si je suis à 200 watts, dans une côte à 10, à 15, à 20, à 40, à 95 %, si je suis à 200 watts, je suis à 200 watts. OK? Donc, mes watts sont absolus à 200 watts. Ça ne changera jamais. Mon coût énergétique de locomotion est à 200 watts. Donc, exemple, admettons que pour moi, c'est 6 sur 10 à 200 watts, mais je suis à 6 sur 10 que je monte une côte de 1 %, que je monte une côte de 10 %. OK? Ça, on comprend ça? Bon. Là où la distinction est, je peux vous le faire visualiser de cette façon-là. Admettons que tu es dehors, puis tu arrives dans une côte de 20 %. OK? Assez vite, tu vas te ramasser sur la plus petite vitesse. Hein? Puis non seulement tu vas te ramasser sur la plus petite vitesse, la plus facile, mais on dirait que t'en prendrais encore une plus facile, mais tu n'en as pas de plus facile. Fait que là, ce que ça fait, c'est que là hein, musculairement, il faut que tu pousses, puis que tu pousses fort, puis tu n'es pas capable de cadencer. Hein? Tu n'es pas capable de... Fait que tu cadences à 50, 60 tours par minute, puis tu génères de la force pour être capable de monter ta côte. Bien, c'est ça que ça fait, la difficulté du trainer. Ça évite
qu'on se ramasse sur la première vitesse, puis qu'on pousse comme ça sur Zwift. Ouais, mais Pascal, pourquoi là que d'abord on ne laisse pas à 100% la difficulté du trainer? Bien, je vais vous dire simplement, purement et simplement, deux raisons. La première raison, c'est que personne, ou à peu près, qui met la difficulté du trainer à 100%. Donc, si toi, tu es la seule personne qui met la difficulté à 100%, qu'est-ce que ça va faire quand tu vas être dans un peloton puis que tu vas aller dans une côte de 15% sur Zwift? Bien, tu vas être le seul à être obligé d'enlever le gros plateau, le mettre sur le petit plateau, puis descendre tes vitesses vite, 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 vite pour arriver à ta première vitesse. OK? C'est ça la différence. Les autres, en baissant la difficulté du trainer, bien, ils ressentent moins les côtes, fait qu'ils vont moins changer de vitesse. Est-ce qu'ils vont avoir moins de watts? Non. Mais toi, le temps que tu changes tes 7 vitesses, bien, peut-être que ça va jouer en ta défaveur, justement du fait que ça t'a pris du temps pour changer tes vitesses par rapport à l'autre qu'il y a eu peut-être 2-3 vitesses à changer puis il a été capable de monter la côte. OK? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si encore là, tu es tout seul à avoir mis la difficulté à 100%, bien, il reste que musculairement, il va y avoir un engagement beaucoup plus important quand tu vas monter une côte de 15% que les autres. Pourquoi? Bien, tu vas arriver dans ta côte de 15%, clic, 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 tu te ramasses sur ta première vitesse, puis là, tu es debout à essayer de pédaler. Fait que là, tu as un engagement musculaire qui est à, on va dire, à 100%. OK? Fait que ça les cuisses, puis les cuisses, puis les cuisses, puis tu es debout, tandis que les autres sont bien peinards, assis, ils génèrent probablement les mêmes watts que toi, mais ils sont beaucoup plus confortables à générer. Ils ne sont pas obligés d'avoir un engagement musculaire aussi intense que ça pour arriver au même résultat en watts absolus que toi. OK? Alors, d'emblée, puis il n'y a personne qui est à 100% hein, dans la difficulté du trainer. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que tu as roulé smooth tout l'hiver. Quand tu vas sortir à l'extérieur dans ton camp d'entraînement, puis que tu vas arriver dans une vraie côte de 12, une vraie côte de 14, une vraie côte de 18 %, qu'est-ce qui va arriver? L'engagement musculaire que je te parlais tantôt va être épouvantable. Tu n'es pas du tout conditionné musculairement à faire ça. Et là, tu te ramasses dans cette réalité-là que tu n'as pas le choix de pousser ces watts-là puis de t'engager musculairement. Fait que ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la variabilité. Qu'est-ce que j'entends par variabilité? C'est, si j'englobe ça, c'est tout ce que tu as à te soucier à l'extérieur que tu n'as pas à te soucier à l'intérieur. Comme le vent, hein, qu'on n'est vraiment pas habitué quand on est sur Zwift, là, il n'y en a pas de vent. Mais ça peut être le vent, ça peut être la surface, donc le bitume, y est-tu plus lisse, y est-tu plus rough? Y a-tu des trous, y a-tu des craques à caler, y a-tu... bon, donc si on regroupe ça là, dans les différentes variables, il fait-tu chaud, il fait-tu froid, t'as-tu eu le temps de boire, t'as-tu pas le temps de boire? Tu sais, tout ça là, sur Zwift, là, on s'en fout, là. Hein? On a nos bouteilles d'eau à côté, on a 83 collations, on en prend 3 à l'heure, 3 à demi-heure, on boit tant qu'on veut, quand qu'on veut. Il n'y en a pas de problème à ce niveau-là. Sauf que quand tu arrives dehors, tu as des réalités. Tu as des réalités que tu peux pas passer à côté. Tu ne peux pas ignorer ces réalités-là. C'est-à-dire que ben, tu ne peux pas boire quand tu es dans une descente à 70 km/h, puis tu ne peux pas manger quand tu es dans une montée, mais là, tu ne savais pas qu'il y avait une montée, puis là, tu t'es mis le biscuit au fig dans la bouche, là, tu as la bouche pâteuse, puis là, tu es en train de monter, les pulls sont dans le tapis, tu sais. Tout ça, là, ben, ça rajoute à la difficulté hein, de la sortie à l'extérieur. C'est ce que moi, j'appellerais finalement la variabilité. Donc, le quatrième point, ça serait, je ne sais pas si j'utilise le bon terme, là, mais le neuro ou le cognitif. Là. Donc, ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est, bon, je suis dans le peloton, il faut que je suive la roue d'en avant, il ne faut pas que je sois trop proche, il ne faut pas que je sois trop loin. Et ma réaction par rapport à une situation qui arrive, puis qui va arriver 150 fois, bon, mon ami est là, on sort à l'extérieur,
Puis là, ben, il faut que je sois dans sa roue. Là, oups, il s'écarte un peu. Fait que là, je donne un petit coup parce que là, tu sais, je suis dans les premières sorties de l'année. Fait qu'il y a une nervosité. Puis là, je ne veux pas me faire lâcher. Puis, bon, on prend ça fois 150 fois dans une ride. Mais veut pas, toutes les petites réactions, les petits bursts musculaires que j'ai eu à donner pour pallier à ces petites différences-là, ça fait que ça vient me gruger de l'énergie, que j'ai pas ce stress-là. Hein? Ça ne va pas me chercher le système neural central sur Zwift nécessairement. Puis là, quand je dis ça, je ne parle pas d'un entraînement neuromusculaire, là, mais je parle plus d'aller me fatiguer le système central, notre ordinateur. OK? Puis on le fatigue beaucoup, beaucoup, beaucoup plus quand on est à l'extérieur que quand on est à l'intérieur. Après ça, il y a ce que je vais appeler aussi, qui est le 5e point, la capacité anaérobique. Ce que je vais aussi appeler la réserve anaérobique. Vous avez fait votre job, vous avez un plan d'entraînement, vous vous êtes entraîné comme des machines tout l'hiver, vous avez fait de la PMA, vous avez fait du FTP, vous avez fait du lactique, vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Ce que vous avez fait à l'intérieur, là, vous avez développé vos différentes filières énergétiques. Mais vous les avez travaillées indépendamment puis individuellement, plus souvent qu'autrement. Okay? C'est à ça que ça sert, finalement, l'hiver plutôt. C'est à ça que ça sert l'hiver. C'est travailler les filières énergétiques indépendamment, les unes des autres, le plus possible. Pour quelle raison qu'on ne va pas aller mélanger différentes filières? Bon, ça peut arriver là, quand on est pré-compétition, tout ça, mais là, je ne parle pas de ça. Je parle quand on est en décembre, en janvier, on travaille de la PMA, on travaille ci, on travaille ça. Fait qu'on n'est pas habitué à, exemple, aller dehors, puis là, on se fait une côte, puis là, bien, les premières sorties, hein, il y a mon ami à côté, puis là, moi, je vais lui montrer que je suis en forme. Parce que je me suis entraîné fort cet hiver. Fait que là, je vais partir dans la côte. On va s'attaquer un peu pour le plaisir. C'est drôle. Arrive une deuxième côte. OK, là, il m'a battu. Là, on recommence, puis on recommence, puis on recommence. Puis on va gruger dans ce qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a pas nécessairement fait à l'intérieur sur Zwift, qui est finalement d'aller gruger dans notre réserve anaérobique, mais sur une longue durée. Fait qu'on va travailler l'anaérobie, tu sais, quand on fait un plan d'entraînement. Par contre, on va se donner du temps de récupération. On fait, je sais pas, moi je vais dire une niaiserie, là, des 30 secondes avec des 2 minutes de repos. Mais les 30 secondes sont dures, mais tu as 2 minutes de repos. Tandis que quand tu es à l'extérieur, tu l'as pas ton 2 minutes de repos. En fait, peut-être que tu l'as, mais peut-être que ton 30 secondes a duré 1 minute. Puis peut-être que tu vas juste avoir 1 minute. Puis ça va, sur une ride de 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ça va se répéter combien de fois ça? Mais tu n'auras pas fait ça nécessairement dans ton entraînement. Puis c'est pas l'objectif de faire ça dans ton entraînement non plus. Pourquoi? Ça serait beaucoup trop fatigant. La capacité de récupération ne serait pas très bonne. Parlons-en de la capacité de récupération. Justement, la capacité de récupération dans une ride à l'extérieur, faire un effort, récupérer de ça à plus ou moins haute ou basse intensité sur une ride de 4-5 heures, bien, ça prend du volume à l'extérieur pour être capable de faire ça. Fait qu'en conclusion, guys, si on prend les 5 thèmes, les 5 sujets dont je vous ai parlé aujourd'hui, bien, ce qu'il faut faire là, quand on s'en va dans un camp d'entraînement, là, c'est d'être capable d'aller faire des heures de sel à l'extérieur, en zone 1, zone 2, accumuler du temps de sel qui va nous permettre de prendre ces 5 sujets-là qu'on a parlé ensemble, de tout aller les mettre ensemble. Alors, aller s'habituer au niveau musculaire, au niveau de la proprioception, au niveau moteur, cognitif, neural, toutes les chaînes musculaires, que ça se mette ensemble, ça prend combien de temps, ça, à se mettre ensemble? Bien, là, on ne peut pas vraiment statuer. Il y a une vieille règle qui disait, pour les adultes, là, OK, quand on fait, mettons qu'on prend qu'on est un cycliste sur route,
on fait 1000 km à l'extérieur avant de commencer à mettre de l'intensité dans ton entraînement à l'extérieur. Fais 1000 bornes. Ça peut être 800, ça peut être 700, ça peut être 1000. C'est pour ça que je dis chaque personne est différente aussi. Mais ce qui est très, très, très important, puis si on parle en vélo de montagne, mais ramenez ça à un nombre d'heures. Fait que combien de temps que ça prend à faire 1000 km? Bien, 1000 km, je ne sais pas moi, ça prend une semaine et demie de ride à l'extérieur. Bon, mais une semaine et demie de ride, 2 semaines à l'extérieur en vélo de montagne pour que tout se mette ensemble. Puis que là, on sente, quand on sort à l'extérieur, qu'on sent les côtes de moins en moins, qu'on a de la reprise, qu'on a comme un feeling qu'on a des jambes de plomb, qu'on sent rien, mon chum, il disait, tu sens pas la chaîne, là, tu sais. Quand tu sens pas la chaîne, là, bien là, c'est le temps de commencer à coller de l'intensité. Fait que si on a la chance d'avoir, exemple, 2 semaines de camp d'entraînement, bien peut-être à la fin de la 2e semaine, si on a fait une bonne semaine, une semaine et demie de volume à basse intensité, zone 1, zone 2, pour tout mettre ces systèmes-là en place, peut-être que la 2e partie, là, la dernière partie du camp d'entraînement, les 2, 3, 4 derniers jours, on peut commencer à mettre des intensités pour rajouter un petit peu là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle journée là-dessus, guys. On lâche pas.